Bonjour à tous. Nous poursuivons notre parcours dans l'évangile de Luc avec la péricope de Zachée. Cette fois, nous allons nous rendre attentifs à un détail très précis du texte. La péricope de Zachée prend place à Jéricho. Nous allons voir qu'il s'agit d'une ville chargée d'ambiguïté, à la fois riche et maudite, prospère et pleine de compromissions. On dirait que Luc fait exprès d'accumuler dans ce récit des éléments péjoratifs pour mieux souligner l'inouï de la miséricorde. Zachée n'est pas seulement collecteur d'impôts, mais il est chef. Il est riche, il habite Jéricho, une ville dont nous avons dit qu'elle avait mauvaise réputation. De plus, Zachée est un homme petit de taille, et à l'époque de Jésus, les difformités physiques, les handicaps et tous les éléments physiologiques étaient interprétés comme des signes d'une sanction divine. Alors essayons de préciser ce que l'on sait de cette ville de Jéricho. Nous allons voir des éléments de son histoire. Ensuite, j'évoquerai sa richesse naturelle et enfin je donnerai quelques éléments de topographie. Premier point, Jéricho et son passé. Il importe de tenir compte d'un certain nombre d'éléments historiques concernant la ville de Jéricho dans sa période biblique et pré-biblique. Le nom de Jéricho dérive d'une racine païenne. Probablement, il s'agit du dieu lune, Yara. On trouve ce nom mentionné dans des documents très anciens, notamment les archives de Marie, autour de 1800 avant Jésus-Christ, et l'on estime que la dévotion au dieu lunaire remonte à des temps largement plus anciens. Peut-être un groupe de pasteurs semi-nomades s'est-il installé dans cette oasis, puis s'est mêlé au peuple d'Israël. D'après les archéologues, il s'agit en effet d'une des villes les plus anciennes du monde. Sur un tel d'une surface d'environ 40 000 m² et de plus de 20 mètres de hauteur, Tel es-Sultan, on trouve plus de 15 strates successives d'habitation, dont la première remonte à des chasseurs du Mésolithique et des pêcheurs qui vivaient vers 7800 avant Jésus-Christ. Le vestige le plus remarquable est une tour monumentale de 9 mètres de diamètre que les archéologues datent d'environ 8300 avant Jésus-Christ. Et c'est de loin la construction monumentale connue à ce jour la plus ancienne de l'histoire des hommes. Record d'ancienneté donc, record aussi de bassesse, puisque Jéricho est aussi la ville la plus basse du monde, se situant à 240 mètres au-dessous du niveau de la mer, dans la dépression du Jourdain. Ce détail topographique, là aussi, peut prendre un sens symbolique. Nous allons voir comment Jéricho peut être considéré comme un point bas de l'humanité, un lieu de crime et d'infidélité. Le récit de la conquête de Jéricho par Josué, dans la Bible, rapporte l'existence de remparts qui furent détruits suite à la sonnerie de la trompette. Le récit, à l'évidence, obéit à un genre littéraire épique qui ne prétend pas décrire à la lettre ce qui s'est passé exactement au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais ce qui est sûr, c'est que Jéricho s'est interposé comme une entrave au projet divin. Elle a fait obstacle à l'entrée du peuple hébreu en terre promise. Elle a fermé ses portes. Les espions d'Israël ont eu la vie sauve, mais seulement grâce à l'intervention de Rahab, une prostituée qui les a cachés et a facilité leur évasion. Ne pourrait-on pas établir un parallèle entre ce personnage de Rahab et Zachée? Les deux sont sauvés, les deux se montrent hospitaliers.
il est manifeste que la ville de Jéricho, a été maudite. En ce temps-là, Josué fit prononcer ce serment. « Maudit soit devant le Seigneur l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville. Il la fondera sur son aîné et en posera les portes sur son cadet. » Il y a là une allusion à des rites sanguinaires et horribles. On sacrifiait des enfants aux divinités païennes pour s'assurer de leur protection. Cette allusion au rite cananéen entache la ville de Jéricho, d'autant plus que ces pratiques sont confirmées à plusieurs endroits de la Bible. On apprend dans le premier livre des rois que Hiel de Béthel, au temps du roi Akab, n'hésita pas à rebâtir Jéricho de cette façon. Que la ville ait été rebâtie malgré l'interdit et selon un rite aussi contraire à la Torah fait figure de double abomination. En effet, le livre du Lévitique condamne sévèrement les sacrifices humains. Je cite, « Tu ne livreras pas tes enfants à faire passer à Molech, et tu ne profaneras pas ainsi le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. » Lévitique 18, 21. Le sacrifice des enfants est condamné à plusieurs reprises comme une atrocité, et un tel acte est puni de lapidation. Molech, en effet, était une divinité cananéenne. Jérémie souligne lui aussi l'infamie des sacrifices qui étaient accomplis tout près de Jérusalem, dans la vallée de Ben Hinnom, la Géhenne. Les enfants étaient passés par le feu. Un tel passé va sans doute peser lourdement sur la réputation de la ville de Jéricho, qui va surtout attirer des trafiquants en tout genre. Elle devint une ville très importante sous l'influence des Perses. Nous savons que la ville de Jéricho fut le centre administratif d'un district de l'empire achéménide, peuplé par des Juifs revenant de l'exil à Babylone. Suite à la victoire des Maccabées, la ville fut ensuite administrée par les Asmonéens, et Jéricho devint à cette époque la ville de résidence d'hiver de l'aristocratie. Notons que le site est propice à la villégiature. Le roi asmonéen, Alexandre Janet, vers 103 à 76 avant Jésus-Christ, y fit construire un palais agrémenté d'une piscine. Rien de comparable, cependant, avec les constructions somptueuses que fera Hérode plus tard. La ville était bien connue puisque les auteurs classiques, tels Diodore de Sicile, Strabon, Pline l'Ancien, Flavius Joseph et d'autres, portent plus d'attention à Jéricho qu'à aucun autre lieu en Israël, Jérusalem excepté. Deuxième point, Jéricho et ses richesses. Jéricho bénéficie de 3 facteurs favorables. L'abondance d'eau potable, une température tempérée durant l'hiver, une situation géographique stratégique. Flavius Joseph décrit le site de Jéricho comme la partie la plus fertile du pays. La ville est alimentée par une source aujourd'hui connue sous le nom de Fontaine d'Élysée. Jéricho est un territoire riche sur le plan de son agriculture. L'historien grec Diodore de Sicile nous en fait une description haute en couleurs. Il ne tarit pas d'éloges sur les richesses naturelles des environs de la mer Morte et du secteur de Jéricho. Je cite, « La contrée est fertile en palmiers, partout où elle est traversée par des fleuves propres à nourrir la végétation ou par des sources d'eau qui peuvent arroser les racines des arbres. On y remarque dans un certain vallon la plante
qui donne naissance à ce que l'on appelle le baume, dont la vente produit un grand revenu. Cette plante ne se trouvant dans aucune autre partie de la terre habitable, et l'on sait avec quel avantage les médecins emploient, dans l'art de guérir, la substance que l'on en retire. Jéricho, en effet, est la seule région d'Israël où l'on cultive le baume, qui est un arbuste qui comporte un grand nombre de vertus médicinales et cosmétiques. En Orient, sa réputation a été considérable, son prix étant largement proportionné à sa réputation d'ailleurs. Cette ressource fut donc constitutive de la richesse de la région. Le baume sert à soigner les maladies de peau, à cicatriser les plaies. Il sert aussi pour les maux d'estomac et de digestion. Il s'agit d'un arbuste de moins de 3 mètres de haut, qui ne s'élève guère plus haut qu'un grenadier. Le grand géographe hollandais du XVIIe siècle, Dapper, dit qu'il ressemble au gâtillier et qu'il est de la hauteur d'un troène. Une autre source de richesse est la culture du palmier. La ville de Jéricho est parfois appelée, dans l'Ancien Testament, ville des palmiers. Située au milieu d'une oasis, elle offre un climat chaud et humide qui convient à cette culture. Il faut savoir que le palmier dattier est une ressource importante dans le Moyen-Orient ancien et encore maintenant pour les dattes. À l'époque, tout ce qui provient du palmier est utilisé. Le tronc comme matériau de construction et bois de chauffage, les fils pour le tissage, les palmes pour la toiture des maisons et des objets de vannerie. À partir des fruits, on fabrique le miel de dattes, qui est utilisé comme produit alimentaire énergétique. À partir de la sève du palmier, on peut faire aussi des boissons alcoolisées, du vinaigre. On peut consommer aussi le centre du stipe. Le stipe, c'est le tronc du palmier. Ce qu'on appelle aujourd'hui le cœur de palmier, c'est-à-dire le bourgeon apical du palmier. On utilise aussi les épines qui se trouvent sur la partie externe des palmes pour en faire des épingles destinées à la couture ou des pièges, des hameçons ou des pièges pour les animaux. Mentionnons aussi l'usage du palmier comme abri contre le soleil. Les cultures maraîchères et beaucoup d'arbres fruitiers apprécient le soleil lorsque les rayons ne sont pas trop verticaux. C'est ainsi que dans l'Antiquité, on utilisait traditionnellement le palmier pour lui-même, mais aussi comme écran pour protéger toutes sortes de cultures fragiles réalisées entre les rangs de palmiers. La région de Jéricho est mentionnée aussi dans le livre du Siracide pour l'abondance de ses lauriers roses. Siracide 24-14. Nul doute que les maisons riches devaient être agrémentées de jardins somptueux et dont la floraison devait être remarquable. Ajoutons enfin que la ville de Jéricho est située en un carrefour de communication. Elle se situe non loin du Jourdain, au nord de la mer Morte, à la frontière entre les monts de Jordanie. Étant donné que la vallée du Jourdain est un couloir de communication, la ville est un point de passage naturel pour tous les voyageurs qui circulent de Jérusalem en direction de Galilée et qui désirent éviter de traverser la Samarie. Grâce à l'historien juif Flavius Joseph, nous avons des renseignements précieux sur la ville de Jéricho. En 31 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine offrit à Cléopâtre, comme cadeau digne d'une reine, la région de Jéricho, ainsi que les villes qui se trouvent en deçà du fleuve Éleutéros, Tyr et Sidon exceptés. Peu après, Hérode le Grand loua à Cléopâtre les jardins royaux de Jéricho, ainsi que ceux d'En-Guédi, dans lesquels on cultivait aussi le baume. D'après Flavius Joseph, le loyer était considérable,
puisqu'il s'élevait à 200 talents. C'est dire que cette région devait être une source importante de revenus. Rien d'étonnant à ce que les collecteurs d'impôts aient été riches. Plus tard, ignorant, comme ses prédécesseurs, la vieille malédiction de Josué, Hérode le Grand se mit à bâtir une ville nouvelle à quelque distance, qu'il dota d'un hippodrome et d'un amphithéâtre. Il construisit pour lui-même 3 palais somptueux sur le même site, qui fonctionnèrent ensuite comme un seul palais. Et l'espace total occupé par ces palais est évalué par les archéologues à une surface totale de 12 hectares, ce qui est énorme pour l'Antiquité. On sait que ces palais étaient alimentés en eau par des aqueducs et qu'il y avait des piscines. Chaque corps de bâtiment était doté de salles de réception, de jardins, d'un bassin. Le premier bâtiment était construit sur la rive sud du Wadi Kelt. Hérode soigna spécialement l'aspect paysager. Il y avait un jardin enfoncé dans le sol, protégé du vent, où les archéologues ont même retrouvé des pots de fleurs en terre cuite encore à leur place. Pour des Juifs, ces constructions n'inspiraient pas l'admiration, mais plutôt l'horreur. Horreur de voir la culture romaine s'installer en Israël. Il faut dire qu'Hérode le Grand ne négligeait rien pour affirmer son attachement à la culture romaine. Par exemple, il réalisa une importante installation de bains dans le style romain, avec une salle de déshabillage, les 3 bains classiques avec les eaux tièdes et froides et chaudes comme dans les thermes romains. De plus, Hérode s'inspira des pavements romains tels qu'on en connaît à Herculanum et à Pompéi. D'après les traces laissées dans le mortier sur le sol d'une grande salle de réception, un beau plancher composé de petites dalles de marbre aux formes géométriques recouvrait toute la surface, soit 486 mètres carrés. Tous ces éléments permettent de qualifier la ville de Jéricho. Il s'agit donc d'une ville de villégiature riche en ressources, où le luxe s'étalait visiblement et sans détour. À côté de cela, il y avait de pauvres gens, comme cet aveugle que Jésus guérit en arrivant dans la ville. Derrière les murs des palais d'Hérode prenaient place toutes les turpitudes. On connaît la jalousie d'Hérode par rapport au pouvoir, ainsi que ses pratiques sanglantes pour éliminer tous ses rivaux. Alors que le nouveau grand prêtre, le jeune Aristobule III, qui a vécu entre 53 et 35 avant Jésus-Christ, à peine âgé de 17 ans, il avait été institué à Jérusalem. Il était l'objet d'une grande sympathie et de la vénération de la part du peuple des Juifs. Cette effusion de sentiments à l'égard du grand prêtre déplut profondément à Hérode, qui décida de le supprimer. Il l'invita à Jéricho à l'occasion d'une fête, le fit boire plus que de raison, puis le pressa de se rafraîchir en prenant un bain car il faisait chaud. C'est alors que le jeune homme fut soudainement assailli par des hommes qui le noyèrent dans une des piscines du palais. La scène nous est connue, avec tous ces détails grâce à l'historien Flavius Joseph. Passons maintenant au 3e point, quelques éléments sur la topographie de Jéricho. Le récit de Zachée correspond-il à ce que l'on sait de la ville? Le récit raconte que la foule empêche Zachée de voir Jésus. Le publicain, donc, contourne la foule en passant par des ruelles désertes adjacentes et précède Jésus pour se poster sur un sycomore. Ceci suppose donc qu'il y ait des arbres dans la ville de Jéricho. Un certain nombre de commentateurs en doutent. En effet, Jéricho, comme toutes les villes de cette province, est composé de 2 parties. Le quartier
aristocratique avec justement les palais d'Hérode que nous avons mentionnés, et la ville populaire constituée de ruelles étroites en raison de l'histoire tourmentée des fortifications. Certains exégètes suggèrent que Zachée ne serait pas monté sur un arbre, mais plutôt sur le toit d'une maison, ce qui correspondrait davantage à la topographie. Ils estiment que Zachée ne pouvait pas monter sur un arbre dans ces rues étroites de Jéricho. Pourtant, cette suggestion n'a guère de poids, car on ne connaît pas l'endroit exact où Jésus et Zachée se sont rencontrés, et c'est peut-être bien à la sortie de la ville, justement. Les sycomores, qui sont en réalité des ficus, des figuiers, des arbres des pays chauds, poussaient effectivement dans la Jéricho hérodienne. Le père Marie-Joseph Lagrange estime que l'hypothèse selon laquelle Zachée serait monté sur un arbre est plus probable que s'il avait dû monter sur un toit. Monter sur le toit d'une maison, comme le font les espions d'Israël lorsqu'ils se cachent dans la maison de Rahab, dans le livre de Josué, requiert d'entrer par la porte, de parlementer, d'expliquer les motifs, de prendre une échelle, alors que le plan de Zachée demandait une grande promptitude de réalisation. Un autre élément de topographie mérite d'être souligné. Il concerne la conquête de Jéricho. Nous avons vu que la ville avait été vouée à l'anathème par Josué. Non seulement il était interdit de la reconstruire, sous peine de malédiction, mais on ne devait rien prendre de ce qui était à l'intérieur. Or, justement, le premier péché que les Israélites ont commis en entrant en terre promise a été justement le péché de convoitise. Il s'agit d'un certain Akan, un hébreu de la tribu de Juda, qui, démasqué par un tirage au sort, avoue son forfait. Je cite « J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar et 200 cycles d'argent, ainsi qu'un lingot d'or pesant 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente. L'argent par-dessous. » Ce péché de convoitise, de désobéissance et de dissimulation, le premier péché d'Israël en terre promise, prend place justement à Jéricho. Il initie, pour ainsi dire, une convoitise liée aux richesses qui abondent en ce lieu si désirable, une convoitise qui conduit directement à la mort. Akan est lapidé par le peuple dans la vallée d'Achor, à proximité. Sans la miséricorde, le péché conduit à la mort. La venue du Christ à Jéricho inaugure une ère nouvelle, une dimension d'espérance, comme l'avait déjà prophétisé notamment le prophète Osée. L'épouse infidèle est restaurée dans sa dignité, elle se tourne à nouveau vers son époux. Je cite Osée chapitre 2 verset 17, « Là, je lui rendrai ses vignobles, et je ferai du val d'Achor une porte d'espérance. Là, elle répondra comme au jour de sa jeunesse, comme au jour où elle montait du pays d'Égypte. » Cet oracle du prophète Osée est intéressant pour notre propos, parce que la vallée d'Achor, le lieu de la lapidation de Akan, était un lieu effectivement de tristesse et de mort lié au péché. Au contraire, par le prophète, on comprend que ce lieu va être un jour changera de connotation et deviendra un lieu de miséricorde. Est-ce que ça ne serait pas une prophétie de ce que Jésus est en train de faire à Jéricho?
Pour conclure maintenant cette petite enquête sur Jéricho, eh bien, on pourrait dire qu'à l'époque de Jésus, la ville de Jéricho est peuplée d'aristocrates riches. Elle est probablement mêlée de juifs pro-romains qui apprécient les installations d'Hérode, ainsi que de commerçants d'origines diverses. Mais il y a aussi des pauvres, des mendiants. La ville est connotée par son histoire, par son passé. Elle est chargée d'événements lourds à assumer. Elle fit obstacle à l'entrée de Josué en terre promise, elle fut un lieu de convoitise et de péché. La présence d'Hérode le Grand dans cette ville et ses exactions ont contribué à augmenter le poids de péché qui pesait sur la ville. Zachée, justement, ne représente-t-il pas l'archétype de ceux qui, entretenant une tendance à la convoitise, s'enrichissent sans trouver le bonheur? Comme Rahab qui avait accueilli les espions d'Israël, il va lui aussi accueillir le salut dans sa maison et connaître la joie des convertis. La prochaine étape de notre enquête, qui sera la 4e et la dernière, consistera à étudier des textes parallèles à l'évangile de Zachée. Nous verrons comment, dans l'évangile de Luc, une femme pécheresse s'approche de Jésus chez Simon le pharisien. Elle aussi est cause de scandale, et elle trouve auprès de Jésus le pardon.